Et en plus, je monte la sauce, ils vont me chercher, je leur dis j'ai fait une connerie. Et ma mère, tout de suite, elle panique. Qu'est-ce que t'as fait? Je m'appelle Tom Goudet, j'ai 21 ans, je suis humoriste de Lille, mais de plus en plus un peu partout en France. J'essaie vraiment de me déplacer partout, surtout à Paris. Et je suis humoriste depuis, ça va faire 4 ans et demi, bientôt 5. J'ai commencé à 17 ans dans une salle à Lille assez réputée qui s'appelle le Spotlight, qui est un café-théâtre et qui a fait émerger beaucoup d'artistes, comme Jérémy Grédeville, que tu connais. Jean-Phi, Émeric Lompré. Il y en a beaucoup qui passent là-bas aussi pour roder leur spectacle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, c'est une scène vraiment émergente. Et maintenant, on a de plus en plus à Lille des comédie clubs. Donc, bref, j'ai commencé là-bas. Et puis voilà, je fais du stand-up. Donc, je suis humoriste sur scène. Et j'ai un spectacle qui s'appelle Vous dis quoi, que je tourne là depuis 3 ans à peu près. Comment être artiste indépendant et pouvoir créer sa carrière au fil du temps? Alors, je suis pas dans une production, pour ceux peut-être qui connaissent pas les productions, c'est vraiment ceux qui t'encadrent, qui te managent, et qui te permet du coup de trouver des dates et tout. Moi, j'ai pas ça, mais j'ai quand même une manageuse. D'accord. Donc t'es quand même entouré, t'as une équipe autour de toi. Je suis entouré parce que tu dois connaître ça aussi dans le milieu artistique, c'est un peu compliqué avec l'administratif, tout ça. Et nous, on a envie plus de se concentrer sur l'aspect créatif. Et donc t'as tous les, l'administratif, tout ça, et c'est un peu chiant à régler. J'ai des gens qui encadrent ça. Et donc maintenant, tu vois, pour les dates, quand je cherche des dates un peu partout en France, on m'aide à faire tu vois, les papiers, à envoyer des mails. Donc je suis de plus en plus soulagé là-dessus. Ouais. Mais je suis encore celui qui va vers les lieux. Comment ça se passe? Tu vois, en fait, c'est de la même manière que quand j'ai démarré, c'est-à-dire que tu envoies des mails, tu envoies des messages, il y a les numéros tournent. Après, c'est une histoire aussi tu vois, de timing, mais j'ai pas envie d'envoyer tout de suite à des on va dire trop grosses personnes influentes, parce que parfois je suis pas prêt, tu vois. Aujourd'hui je peux me permettre parce que ça fait 3 ans que j'ai mon spectacle, ça fait 5 ans que je fais du stand-up, donc je commence petit à petit à me rôder, à me trouver, donc c'est bien, tu vois. Je m'élargis, tu vois, dans le champ des possibles pour aller dans chaque lieu. Mais au début, en fait, moi, je fonçais pas non plus tête baissée, j'essayais un peu de sélectionner les lieux que je voulais contacter. Et ouais, je te dis, c'est très simple, quoi. Un mail, tu appelles ou quoi. Parfois, tu as beaucoup de non-réponses. D'accord. C'est un peu, je pense, le truc symptomatique aussi de nos métiers, c'est qu'on a rarement des noms, on a juste des pas de réponse. Et c'est un peu frustré aussi, parce que tu fais, pourquoi, j'aimerais qu'on me réponde. Je sais pas si est-ce que c'est moi qui va pas, est-ce qu'elle a pas reçu le mail. C'est ça. Et en fait, tu as plein de trucs, tu te dis, merde. Mais après, voilà, tu dis quelqu'un qui répond pas, tu prends pour un non, ou alors c'est pareil, c'est pas le bon timing, faut attendre un petit peu. Donc c'est pas grave, mais ouais, après il faut aussi accepter ça. Moi, je connais aussi des gens qui osent pas forcément aller vers telle personne ou tel lieu parce que, tu vois, ils ont peur de se prendre des noms, du refus, parce que ça fait mal aussi, tu vois. Mais voilà, après aujourd'hui, je suis assez heureux parce que comme ça commence un peu à prendre petit à petit, je commence à me trouver, non pas qu'on me dit oui à tout, mais on m'écoute en tout cas. Tu vois, je suis entendu. Et tu as aussi cette lucidité peut-être de, comme tu disais, savoir qui tu vas aller viser pour jouer. Tu vas pas aller te dire je veux faire un zénith, je vais aller chercher un zénith. Non. Tu sais te... Oui, c'est ça, se jauger un peu, tu vois. Et c'est bien parce que aujourd'hui, de plus en plus de salles ou de personnes peuvent m'écouter, peuvent même, tu vois, parfois me dire écoute, non, on va pas te prendre là, mais ce qu'on te propose, c'est tac, tac, tac. Donc c'est cool, il y a des alternatives. Donc je suis vraiment heureux de ça, mais après, j'ai évidemment eu des périodes où tu vois, t'envoies dans le mois 60 mails, et t'as 2 réponses, et les réponses c'est recontacte-nous dans 1 an, et tu fais oh là là. Mais c'est bien, c'est des trucs qui te forgent, qui te forment. Donc ça va, je l'ai jamais. Jamais mal pris. Oui, voilà, ça m'a jamais non plus tout trop touché. J'ai toujours su que ça faisait partie aussi du métier, ces choses-là, quoi. Comment toi tu t'es dit, je veux faire du stand-up, je veux créer un spectacle. Comment t'as eu cette démarche-là pour pouvoir faire ça? Déjà avant le stand-up, en fait, j'ai toujours été, tu vois, fasciné par l'art en général. Tu vois, la musique, ce que tu fais, tu vois, et tout. C'est d'ailleurs d'abord la musique. Tu vois, j'ai un père qui est vachement là-dedans, donc, passionné en tout cas là-dedans. Et donc j'étais surtout baigné dans la musique. Et on m'a fait voir aussi beaucoup de choses très tôt.
des concerts, des spectacles. Souvent, je prends cet exemple-là, mais c'est vrai, j'ai fait mon premier festival de musique, j'avais 6-7 ans, ce qui est ouf, tu vois. C'est quelque chose. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la scène, en tout cas, une fascination pour ça. Et après, tu vois, arrivé collège, 11-12 ans, là j'ai eu vraiment le déclic d'être humoriste, tu vois, parce que j'en ai vu, donc, pour le citer Gad Elmaleh, tu vois, je l'ai vu par moi-même, et j'ai vu un sketch qui à la fois faisait marrer mes parents, moi-même, qui me touchait. C'était sur la sortie d'école. Ok. Donc tu vois, moi c'est un truc qui me parlait à moi et je me disais, putain, ce gars il me parle à moi, mais il parle aussi à mes parents, Tu ce t'es qu'il dit, dit c'est vrai. comment ce qu'il va raconter peut te faire rire toi, te faire rire tes parents, Voilà, c'est sur ça. la même chose. Et puis il dit les mots justes, tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu vois, j'ai eu le déclic, waouh, le stand-up humoriste. Et après, en fait, tu découvres. Tu vois, ça part de lui, donc après tu dis c'est qui les humoristes français, ok ça s'ouvre, il y a des humoristes américains, wow, tu vois ça s'ouvre. Et après petit à petit il y a une passion qui est née et j'ai eu tout de suite l'envie, dès que j'étais passionné, de faire ça, de faire de la scène, d'écrire. Mais je savais que j'avais 11-12 ans, j'allais pas monter sur scène et en plus j'étais assez timide à cette période-là, ce qui était un peu paradoxal. Et après, vraiment une période où j'écrivais et je ne montrais pas aux gens cette partie-là. Je suis allé voir une psy, tu vois, pour un peu me faire soigner sur la timidité, pour qu'elle me donne confiance en moi. Et après, je me suis lancé sur YouTube. Okay. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce que quand tu es timide, d'un coup, tu te mets sur YouTube, tout le monde peut voir tes vidéos. Après, est-ce que c'est pas aussi, parce que moi je connais ça aussi en tant qu'artiste, au début quand je faisais de la musique, j'étais réservé, mais quand j'étais sur scène, ou quand je faisais mon art, en fait, j'ai l'impression que mon personnage d'artiste, je me cachais derrière lui pour pouvoir être la personne que je suis. En fait, t'étais toi-même, mais c'est ça. Et en fait, YouTube, ça m'a permis ça, tu vois, de m'exprimer comme je voulais. Et tu vois, en fait, ça m'a très vite j'ai très vite eu des retours de gens. Par exemple, tu vas au collège, ça se voit. Et donc très vite, j'étais confronté au regard des autres et tout, mais c'était cool. Du coup, je trouve que c'est cool en tout cas d'avoir géré ça tôt. Tu sais, à 12 ans, d'avoir eu déjà le regard des autres, ce qui est ouf un peu. Et en fait, pendant tout ce temps-là, jusqu'à 17 ans, tu vois, j'écrivais pour la scène, je pensais à ça, mais je me sentais pas encore mature, mûr. Ce qui peut paraître bizarre parce que je commençais à 17 ans, donc j'étais toujours pas mûr. Je sais même pas si je le suis déjà en ce moment, mais. Bon, je pense qu'on est toujours. Ouais, tu vois, on se cherche toujours, mais en tout cas, à 17 ans, je sais que j'ai eu cette envie en me disant, waouh, là, ça y est, il faut que je le fasse, il faut que je monte sur scène, parce que je savais aussi que tu vois quand j'allais commencer quoi. Okay, c'était pas pour essayer. Non, comme j'étais passionné, je regardais plein de documentaires, je savais à quelle sauce j'allais te manger, et donc je voulais vraiment démarrer pour de bon. Et donc voilà, et puis après je pense que j'ai été beaucoup aussi passionné, ça c'est un grand truc parce que je pense que ça m'a jamais lâché encore aujourd'hui, mais aussi beaucoup encouragé par des amis, tout ça. Tu vois, je sais que quand j'ai fait ma première scène, j'en ai parlé à personne au début. Ok. Et après, de toi-même, sur cette première scène, tu t'es dit j'en parle à personne. J'en parle à personne. J'y vais. En fait, surtout pas à mes parents, tout ça. Je me rappelle que je fais le nouvel an avec mes parents. Alors je monte sur scène en mai et au nouvel an, je dis à mon père, pendant qu'on souhaite bonne année, je lui dis tu verras, cette année, je vais monter sur scène. Et t'avais déjà prévu la date en mai ou pas ? Non, c'était pas prévu. Mon père savait mes parents savaient que je voulais faire ça, et puis tu sais, il me fait oui, tu vois, c'est la fête quoi. Et en fait, mais tu vois, il a quand même fallu du temps, mais 5 mois après, tu vois, ça cogitait encore. Et puis voilà, je me suis lancé, et puis après, je voulais en parler à personne parce que j'avais peur que. Je voulais pas en fait être parasité par des trucs, par la peur des gens. Ouais. Je sais que mes amis, mes parents étaient suffisamment au courant de la passion que j'avais, donc personne m'aurait dit ne fais pas, mais on aurait pu me faire peur, me dire tu vas faire ça, t'es un peu inconscient et tout, et ça c'est des choses, ça te parasite, c'est chiant quoi. Et donc c'est pour ça au début j'ai fait le choix d'en parler à personne, mais par contre juste après là j'en ai parlé à mes parents, à mes amis. Après cette première scène ? Ouais. Ouais, j'ai même dit. Là tu t'es dit ça y est, c'est ce que je veux faire, je peux leur en parler. Ouais. Ah ouais, en fait c'est ça, j'étais un peu rassuré parce qu'il y avait ce truc de passion, mais quand je sors de scène, de la première fois, je sors en me disant putain, j'ai déjà envie de remonter. Et je fais en sorte de demander à mes parents de me chercher un métro. Et tu sais, ils sont un peu étonnés, pourquoi d'habitude ils rentrent tout seuls et tout. Et en plus, je monte la sauce, ils vont me chercher, je leur dis j'ai fait une connerie. Et ma mère, tout de suite, elle panique, tu vois, qu'est-ce que t'as fait ? Et je dis non, j'ai pas fait de connerie, j'ai fait ma première scène. Et en fait, ils ont eu un peu, on dirait une réaction de choc
C'est-à-dire que, ah ouais, d'accord, ok, t'as fait ça. Et puis, bon, tu vois, ils laissent couler. Et puis, une heure, 2 heures après, c'est, attends, t'as fait ça. Ils sont pas rendus compte forcément tout de suite. Ils prenaient conscience au fur et à mesure de la soirée. T'es vraiment monté sur scène, t'étais tout seul. Et j'ai dit oui. Et je remonte après, un mois après, et encore le mois suivant, et après toutes les semaines et tout. Et en fait, c'est venu petit à petit. Mais ouais, tu vois, je voulais pas être. C'est énervant aussi pour les artistes, la peur des gens. En fait, après, il y a une limite, tu vois, entre l'inconscience et je pense qu'on ne l'est pas. Je pense qu'en plus aujourd'hui, avec les réseaux, les reportages, les documentaires qu'on voit, on est assez conscient de ce qui se passe, tu vois, dans ce qu'on aime. Mais après, la peur sur tu vas monter sur scène devant tout le monde, mais parfois les gens ils disent un scénario bizarre. Genre moi on m'a déjà dit t'as pas peur de tomber quand tu montes sur scène? Un truc improbable. Ouais, tu dis oui, mais non parce que ça m'arrive pas donc ouais, j'avais pas envie d'être brouillé par ça quoi. Mais tu dois connaître ça aussi, je pense, dans la musique. Que toi parce que moi je le vois comme ça, où les proches justement ceux qui t'aiment le plus, c'est ceux qui s'inquiètent le plus pour toi. Bah ouais. Et donc c'est ceux qui veulent une sécurité en te disant, par exemple tes parents peut-être qu'ils peuvent te dire fais un métier, trouve un CDI, tu vois les choses classiques des parents qui peuvent nous dire, tu vois, et que justement cet amour qu'ils peuvent nous donner, ça peut être ces barrières qui font qu'on va pas forcément oser faire les choses. Est-ce que tu vois la chose bien comme sûr. ça aussi Bien sûr, et puis je comprends complètement, et surtout que j'ai aussi, tu vois, des amis qui avaient une fibre artistique, autre que le stand-up ou même la musique, et qui ont été freinés par ça parce que les parents, alors ils ont été honnêtes, tu vois, ils ont dit les choses, mais tu vois, du coup ils se sont pas donné. Enfin moi avec du recul je me dis mince c'est dommage, tu vois, pour eux. Mais c'est normal aussi, tu vois, ils ont peur, ils savent que c'est des métiers à risque dans tous les sens du terme, que ce soit sur le long terme, mais même quand tu joues 5 minutes, 10 minutes sur scène, c'est déjà un risque, tu sais pas si ça va marcher. Mais en fait je trouve que c'est ça aussi, il y a une distance à trouver entre la peur et la communication. Moi, après avoir eu mon bac, j'ai fait quelques années, tu vois, en études sup, où je faisais de la scène à côté, et à un moment donné, j'ai arrêté pour me consacrer vraiment à fond, je savais que je donnais à fond. Et il y a un truc qui m'a un peu déplu chez certains proches, c'est qu'ils m'ont pas entendu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas essayé de me comprendre, ils m'ont tout de suite jugé, tu vois. Je peux comprendre que d'un coup... dans quel âge j'avais 19 ans. T'étais jeune aussi. J'avais 19 ans quand j'ai vraiment arrêté. Je dis j'arrête mes études. Je comprends la peur, j'entends l'inquiétude, l'angoisse et tout. Mais au lieu de me dire ne fais pas ça, essaye de comprendre. Tu vas te dire ah bon, pourquoi tu veux faire ça? Et ça, tu vois, on me l'a pas assez posé comme question. Et c'est des choses que j'ai un peu regretté. Je me suis dit j'aurais bien aimé qu'on essaie de comprendre pourquoi. On peut être pas d'accord. Mais après, voilà, c'est aussi dans la vie des gens, ils ont une autre vie, une autre expérience, donc ça s'entend aussi. Donc, la vie artistique, c'est quelque chose de. On n'est pas sûr. Bien sûr. C'est compliqué. Bah oui, et puis accepter aussi l'échec, quoi. Ouais. Que si ça marche pas, et s'il y a des regrets, des choses comme ça, et c'est un peu dur parfois pour certaines personnes. Et du coup, donc après cette première scène, ils étaient comment du coup avec toi? Est-ce qu'ils te soutenaient, t'encourageaient à aller, ou plutôt essayer de te freiner en disant bon c'est bien, tu t'es amusé sur scène, il est temps de reprendre une vie sérieuse? Non, ils m'ont soutenu. Après tu vois, moi donc j'ai commencé en mai 2019 et ils viennent me voir pour la première fois en octobre 2019. Okay. Et tu as fait plusieurs scènes du coup? Et plusieurs scènes entre deux. Au début, je jouais une fois par mois, ça commençait petit à petit, et je sais que la rentrée, je jouais beaucoup. Donc tu vois, il y a quand même eu un laps de temps avant qu'ils me voient. Donc en fait, ils se doutaient pas. Ils étaient un peu, tu vois, et c'était pas comme ils m'avaient pas vu encore, c'était pas réel. Mais tu leur disais que tu allais jouer à chaque fois? Bien sûr, ouais, j'avais un rythme de ouf, parce que à cette époque-là, j'étais, donc tu vois, par exemple, septembre 2019, je rentre en terminale. Okay. Donc l'année du bac, tout ça. Bac. Et je me souviens que les samedis matins, j'ai les DS, tu sais, donc les gros interros et tout. Et l'après-midi, je pars jouer au Spotlight. Il y avait une scène à 15h. Donc la veille, c'est ce que je révise mon DS, c'est ce que je révise mon texte. Tu vois, c'est ça. Que je fais le DS, donc tu te réveilles tôt, hein, t'es au lycée, t'es mort. Je pars en bus à Lille pour manger tout seul, pour après jouer, et je rentre, et tu vois, mes parents étaient plus, ah d'accord, t'allais jouer. Donc oui, ils posaient des questions, mais il y avait un truc un peu, je pense pour eux, pas
pas visible en fait. Mais c'est après quand ils m'ont vu, tu vois, la première fois où là je pense qu'ils ont vraiment compris un peu plus. Et puis en fait, c'est venu petit à petit. Tu vois, en fait, là, même récemment, ils ont là compris que je faisais plein d'allers-retours sur Paris. Tu vois, ça prend des proportions. Et que c'est normal. Tu reviens ce soir. Ouais, et je dis, mais oui, mais c'est ça la vie d'artiste, de stand-upper, c'est que je vais jouer à 18h au Paname et puis à 21h, je serai dans une scène à Lille et je vais rentrer dormir. Ils sont là. Mais je suis content que ça se fasse par étapes. Ouais. C'est bien aussi. Tu vois, il y en a certains, des amis Maurice, parfois, leurs parents sont un peu. Peut-être le déni, c'est un grand mot, mais ils voient pas leur enfant sur scène pendant parfois des années, et d'un coup, ils vont voir leur fils en spectacle 1 heure. Tu vois, ils font c'est donc ça peut être un peu brutal. Moi, ils m'ont vu quand ils m'ont vu la première fois en octobre 2019, c'était un petit plateau, tu vois, je faisais 10 minutes, je commençais à être un peu rodé, c'était encore un rodage, mais donc c'est bien, tu vois, ils ont de voir l'évolution au fur et à mesure et de suivre. Bah oui, parce que c'est comme ça qui te permet d'être connecté aussi à toi. Mais non, c'est intéressant la vision des parents là-dessus. Ton spectacle, à partir de quelle année du coup tu as commencé à le roder? Novembre, alors je fais la première date en novembre 2021. Donc 1 heure. 1 heure. Okay. Et la deuxième, je la fais en avril 2022. Donc tu vois, il y a quand même encore un petit 6 mois, disons. Et après avril, dès juillet 2022, là je pars sur, là depuis je l'ai jamais arrêté. C'est-à-dire, je le fais minimum 1 fois par mois. Ok. Donc dans différentes villes de France. Là ouais, de plus en plus. Puis là, au moment où on se parle, là, je suis content parce que dans un petit mois, là, je vais commencer vraiment à bouger. Je suis toujours à Lille tous les mois, mais là, je vais retourner à Lyon, je vais aller à Bordeaux, à Nice, tout ça. Donc c'est des nouvelles villes et ça, c'est trop bien. Donc c'est cool, ça te permet de pouvoir diffuser ton spectacle à d'autres personnes et dans d'autres villes, te faire connaître un petit peu dans d'autres villes aussi. Bah c'est ça, et puis en plus de voir aussi, moi je suis assez excité par ça, le stand-up c'est en train vraiment d'émerger en France, ça y est à Paris je pense que c'est vraiment validé, confirmé, mais en France il y a plein de villes. Après la province a toujours un décalage. Bah oui, bien sûr. Tu vois, Lille on commence, mais par exemple je sais que, je te disais Bordeaux et Lyon, ils ont plein de scènes, Nantes aussi, et j'ai hâte aussi de voir ça, de un peu participer, apporter ma toute petite pierre à l'édifice, de dire putain je contribue un peu à l'émergence du stand-up, et en plus avec le spectacle entier, de rencontrer le public, d'aller chercher les gens, c'est comme ça que tu te formes un peu un public, quoi. On peut te voir en spectacle, on dit ok il joue 1 heure, mais on voit pas forcément tout le travail qu'il y a derrière ce 1 heure. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le processus de la création d'un spectacle et comment on se dit à un moment ok c'est bon, j'ai mon 1 heure, je peux aller le faire tourner? Déjà en fait ça peut paraître un peu bête, mais je pense que déjà il n'y a pas de processus. Genre moi là je peux parler du mien, que comment j'ai fait, qui était un peu particulier, mais je pense qu'il n'y en a pas, et parce qu'il faut s'ouvrir à tout, et moi c'est ce qui me stimule dans ce métier, et c'est pour ça que je suis aussi ouvert à toutes les formes d'art, parce que c'est la créativité et il n'y a pas de règles. Donc je ne saurais pas donner en tout cas toi, un conseil. Ton exemple à toi, c'est... Il y a peut-être un truc que je pourrais dire, surtout dans le stand-up, et quand tu commences, et si tu veux aller à l'efficacité, ça me paraît fou d'écrire quelque chose de long dès le début, que ce soit 1 heure ou même 1 demi-heure. Moi je sais que j'avais besoin de travailler sur 5, 10 minutes, 3 minutes, 2 minutes, tu vois, des petits passages, et les muscler au fur et à mesure. Mais après, le spectacle, pour te dire un peu les coulisses de tout ça, en fait, ça s'est fait un peu en plusieurs étapes. C'est-à-dire que donc, je commence en 2019 et tu vois, donc rentrée 2019, je joue petit à petit, de plus en plus. Et ce que tu joues, est-ce que c'est le même 10 minutes à chaque fois? Non. Ou tu testes des choses? Non. D'ailleurs, je fais même un truc que je trouve un peu fou maintenant avec le recul, c'est qu'à chaque scène, je faisais un nouveau sketch. Okay. Alors c'est bien parce que ça m'oblige à écrire, mais en même temps je me dis j'avais pas le temps de rebosser les autres trucs. Enfin tu vois, c'était pas gonfler chaque texte. Ouais. Enfin je dis ça, mais arrivé, donc ça c'est 2019, début 2020, là je reprenais les choses, etc. Sauf qu'arrive le Covid, le confinement. Tu nous manques. Pas forcément. Pas du tout, surtout pas dans nos métiers. Et en fait, avec le confinement en 2020, ce qui a été un peu chouette, c'est que je me suis vraiment retrouvé, comme tout le monde, chez moi, et j'ai pu me poser pour la première fois sur tout ce que j'avais. Plein de bouts de trucs, ou des choses que j'avais pas joué, mais juste me dire, waouh, donc j'ai tout ça. Ah tiens, ça peut, c'est le même thème que ça, et donc en fait former un peu des tu vois, des briques.
Ensuite, tu vois, donc je fais ça durant tout le confinement, puis les scènes reprennent en été 2020. Jusqu'en octobre 2020. Et pendant tout ce temps-là, là, je rejoue, mais tu vois, les choses un peu plus professionnelles, c'est-à-dire vraiment par thème, tu vois, un peu plus construit. Et en octobre 2020, il y a un confinement qui est un peu particulier, c'est-à-dire certains pouvaient aller en cours ou pas. Moi, à l'époque, j'étais toujours en études sup, mais je pouvais pas aller à la fac. J'étais chez moi. Pour te dire que les cours. Donc l'ordinateur ouvert, je suis connecté, mais je travaille avec le texte à côté. Tu étais dans ma chambre. Ah, je l'ai vu. C'était exactement ça. Ça va pas, voilà. Mais j'ai eu mon année. Félicitations. Mais pendant cette période-là, là vraiment, je commence à me dire, tiens, je pourrais partir sur une heure. J'avais joué juste avant le deuxième confinement. J'avais joué une demi-heure. Okay. J'avais fait un 30-30. Donc un 30-30, c'est quand il y a un humoriste qui joue une demi-heure et un autre humoriste qui joue une demi-heure. Ça fait 1 heure de spectacle, tu vois, 2 humoristes et c'est comme ça qu'on peut se roder. Et ce qui fait que là, je me dis, allez, il faut partir pour un spectacle. Je savais qu'en plus, avec la pandémie, ça allait prendre un peu de temps, donc que j'avais le temps pour ça. Et à ce moment-là, je commençais à travailler avec mon meilleur pote, qui s'appelle Maël Vanier, qui est mon meilleur pote depuis que je suis tout petit. Et pour la première fois, je lui ai dit, voilà, sur le spectacle, j'ai vraiment envie que là, on bosse ensemble et sur la structure et tout. Donc, il a accepté avec plaisir. Et du coup, de octobre 2020 jusqu'à mai 2021, tu vois, dans tout ce temps, on écrit un spectacle. Donc, avec les bouts de sketch que tu avais… Avec beaucoup de nouveautés aussi. On se fait des appels via Discord. À chaque fois, quasiment tous les jours, et je lui dis voilà les petites avancées, j'écris des blocs, ce qu'il en pense, tout ça, on commence à construire. Et arrivé forcément avec tous ces mois-là de travail, j'arrive en mai 2021 avec pas un spectacle d'1 heure, j'ai beaucoup plus, tu vois. Mais forcément beaucoup plus. Affiler, voilà, beaucoup de choses pas efficaces, de choses pas bien, tout ça. Mais je m'en rendais pas compte. Et donc je reprends les scènes, tu vois, donc mai 2021, et je me prends un peu une gifle en me disant, oh là, en fait, oui, c'est bien, t'as écrit beaucoup, mais c'est pas efficace du tout. Mais quand tu reprends les scènes, tu joues quoi à ce moment-là ? Je joue les extraits, je joue des petits bouts que du coup j'ai écrits, qui ont changé un petit peu. Et d'ailleurs, je me rends compte, enfin peut-être je digresse un peu, mais que ce qui marchait avant, ce que je faisais au début ne marche plus maintenant, parce que je grandissais, tout ça et tout. Bref, il y avait un peu un chamboulement. Mais ce qui fait ça a été bien parce qu'on a tout de suite été connecté avec Maël en disant ok, c'est pas grave, on a le matos, il faut juste bosser. Et là, après, durant toutes les scènes que je faisais, je jouais, je m'enregistrais, je lui envoyais, il me faisait des retours. Jusqu'en été 2021, donc 2 mois après, là, j'ai l'occasion de rejouer une demi-heure à Avignon. Donc c'est trop bien, tu vois, on a pu retravailler tout ça. Et là, c'était un peu plus propre en tout cas. Mais en même temps, quand je repense à ça une demi-heure… aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui est dans le… Et du coup, et 2 mois après, la reprise des scènes, donc en été 2021, je peux rejouer une demi-heure, mais à Avignon. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette demi-heure-là dans le spectacle, mais c'était beaucoup plus pro, tu vois, c'était déjà beaucoup plus carré. Et là, voilà, je me sentais prêt d'avoir la date de spectacle. J'en avais déjà parlé avant avec Isabelle, la programmatrice du Spotlight, puisque c'est là-bas où j'ai fait ma première date, et on avait déjà convenu… des dates. Au début, je devais le faire en septembre 2021, ma première. J'étais pas prêt, donc on a décalé en novembre. Je me sentais pas prêt. Mais c'est bien que tu aies cette lucidité de te dire je suis pas prêt. Parce qu'il y a des artistes, ils ont envie de faire tout de suite et ils n'ont pas forcément cette lucidité ou l'entourage qui va leur dire il vaut mieux attendre un petit peu, prépare-toi, parce que la première impression elle est importante. Quand tu vas présenter ton spectacle, si tu te dis j'ai mon spectacle, je le fais, en fait le 1 heure il va pas du tout, les gens ils vont garder ça en mémoire, ils vont dire Non, c'est clair. Après, pour être tout à fait honnête, j'avais cette lucidité là, mais en même temps je l'avais pas non plus, tu vois. Forcément t'es un peu d'un coup tu dis je veux, mais je sais pas. Et comment tu fais ça, parce que t'étais seul à ce moment là? Non, je suis pas avec Maël. Là, t'étais avec ton ami. Mais qui, lui, n'hésite pas à faire des retours. Et il y a aussi, et j'ai la chance, tu vois, je l'ai cité, Isabelle du Spotlight, qui me voyait beaucoup à cette période-là sur scène et qui me disait les choses, qui me disait, t'es pas prêt, pourquoi tu parles de ça, c'est pas toi et tout. Donc, ça me remettait en question tout le temps. Et comme moi, je suis très ouvert par rapport au retour, tout ça, je prenais ça à cœur. Et du coup, j'ai fait cette première en novembre 2021, qui
j'en garde un bon souvenir, tu vois, avec plein de proches, plein de familles et tout. Mais tu vois, en y réfléchissant, tu vois, je me dis, en fait, c'était quand même trop tôt. Ouais. C'était quand même trop tôt. Après, ça peut être bizarre, mais j'avais besoin, tu vois, tu vois, c'était un long processus d'écriture et surtout, il y a beaucoup de choses où j'étais seul dans ma chambre à cogiter, tu vois, avec les confinements, que j'avais besoin de jouer 1 heure pour me rendre compte des trucs, tu vois, pour me rendre compte si... Pour faire l'état des lieux un petit peu, voilà. où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais. En même temps, je peux pas le regretter à 100% parce que je sais que c'est ce qui m'a permis de me jeter dans le bain et c'est grâce à cette date où après j'ai su être beaucoup plus moi-même sur scène. Enfin, tu vois, ça a été plein de déclics, donc je la regrette pas, mais en termes d'efficacité, si je parle de travail, je me dis, peut-être j'aurais pu encore patienter. Mais c'était super et la preuve qu'Isabelle m'a fait confiance et qu'en même temps il y a eu ce truc de confiance et de travail, c'est que j'ai fait la deuxième 6 mois après en avril 2022. Donc tu vois, j'étais dans le travail. Donc en fait... Et là, dans cette période entre tes 2 spectacles, tu continues à jouer du coup des morceaux. Et c'était quoi ton mindset à ce moment-là de te dire, ton mindset, pour travailler le spectacle? Est-ce que tu t'es dit, je vais tourner avec un 10 minutes solide pour me faire connaître, ou je vais faire, mes premières 10 minutes de spectacle, je vais les jouer à fond pour pouvoir bien les travailler, bien affiner, jouer d'autres 10 minutes, etc. Pour à la fin, au bout des 6 mois, tu te dis, j'ai mon 1 heure bien affinée. Ouais, parce que c'est comme ça aussi que travaillent beaucoup d'humoristes. Il faut le dire qu'il y a soit d'humoristes qui travaillent un set, un passage de 10 minutes, un passage fort pour te faire connaître, pour dire voilà, celui-là je le fais, je sais que ça va marcher, je vais être à l'aise dedans. Ça c'est bien, je pense, quand tu as ton spectacle et que tu dois faire la promo de ton spectacle. C'est bien. Après, ça peut être aussi, tu peux être à un moment donné enfermé là-dedans et parfois c'est pas le mieux. Et comme tu disais, il y a aussi d'autres humoristes qui bossent sur 10 minutes petit à petit. Et moi, j'ai encore un truc un peu différent, c'est que en fait, j'ai jamais écrit mes thèmes dans le spectacle sont venus en fait au fur et à mesure. Okay. Mais moi, j'écris beaucoup sur 3-4 paragraphes. Okay. Et en fait, les paragraphes, je peux le faire au début, je peux le faire à la fin, ils s'ajustent en fait. Et à chaque fois, j'essaie de trouver la bonne couleur. Et d'un coup, quand je trouve qu'il y a un truc qui est pour moi fluide et tout, je dis ok, ça va être dans le spectacle. Et parce que le spectacle a une histoire, donc forcément, ça colle là-dessus. Mais tu vois, il y a des textes que je joue dans le spectacle, que je joue d'un ordre totalement différent quand je fais un 10 minutes. Même encore aujourd'hui, parce que en fait, je me rends compte que ça peut s'imbriquer ailleurs et que ça me permet d'aller dans d'autres directions. Mais dans le spectacle, comme il y a une histoire, comme j'ai une idée en tête de ce que je veux raconter, là, je veux un peu fixer les choses. Mais en plateau, tu vois, je peux faire une transition sur un truc qui est en spectacle et 40 minutes après, tu vois. Okay. Donc, mais ça, c'est trop bien et ça me permet de me stimuler et de pas me lasser. J'ai toujours peur de me lasser de ce que je dis, même si c'est pour ça que j'écris beaucoup pour pas essayer de me lasser. Mais c'est bien, tu vois, c'est bien parce que ça te stimule, mais en même temps, ça peut être un peu, tu vois, long dans le processus, parce que t'as pas cette vision de « Ah là, j'ai 10 minutes, là j'ai 12, là j'ai 15 ». Alors que tu vois, il y a des humoristes, quand tu leur dis, je sais pas, vas-y, là tu peux jouer 15 minutes, il sait ce qu'il va faire. Ouais, il a son truc. Moi, 15 minutes, je vais dire ok, tu vois, je vais me poser un petit peu. Dire ok, qu'est-ce que je peux jouer, mais j'aime bien, et c'est, tu vois, parce que je suis aussi beaucoup inspiré, je t'en parlais, par la musique, les chanteurs, etc. Et c'est un peu, je pense, une manière de voir un set comme un musicien, c'est-à-dire de faire tel titre, quel est le plus fort pour commencer. Tu vois, en 3-4, je vais mettre un truc un peu plus doux, machin. Créer le nom de. Ouais, voilà. Et j'aime bien cette vision-là. Donc j'ai envie de ne pas perdre en tout cas cette manière de procéder comme ça qui arrive un peu par hasard. Ouais. Ok. Et du coup, quand tu joues ton spectacle, quand tu fais tes scènes, est-ce que, le spectacle je pense pas, mais quand tu fais tes 10 minutes, au dernier moment ça t'arrive de changer ce que tu avais prévu de faire selon toi dans quel état t'es, selon le feeling que tu peux avoir avec le public avant ou... Ouais. Ou alors est-ce que tu restes focus, tu dis non, ce soir j'ai prévu de faire ce texte-là, ces 10 minutes, je reste sur ça. Non. À part si vraiment il y a un impératif, si je dois travailler un truc, imagine, je dois faire une émission et donc je dois absolument travailler un texte ou il faut que je teste ce passage-là pour quelque chose. Oui, mais au contraire, je trouve que j'arrive toujours, tu vois, on a quand même une petite idée, par exemple, surtout quand je dois tester des choses, quand même, je veux les faire et je veux les faire pour avancer aussi. Mais je veux me mettre dans de bonnes conditions
dans mon mindset. Mindset. Et donc en fait, bah oui, c'est ça aussi, je pense, le pouvoir de l'humoriste, c'est qu'on peut sentir la salle et parfois, comme tu dis, j'arrive avec un truc en me disant je vais démarrer par ça, et puis t'écoutes la salle, tu dis ok, ah non, c'est plus comme ça, bah, je vais peut-être faire ça. Ou alors d'un coup, je vais être un peu fatigué, donc je vais me dire bah je vais partir là-dessus pour comme ça, ce texte-là il va pouvoir me mettre un boost tout de suite. Donc ça dépend. Mais j'essaie quand même d'avoir une idée, surtout quand je dois travailler, quand je dois tester ou faire de la promo. C'est important quand même. Mais parfois, et c'est pour le citer aussi un humoriste de Lille, il y a un ami très cher qui s'appelle Faïk, que tu connais bien. Et Faïk, lui, souvent, j'ai beaucoup joué avec lui et souvent, lui, il arrive sur scène, enfin, avant sur scène, il me dit je sais pas ce que je vais faire. Ouais. Et il monte sur scène. Et en fait, maintenant, dans certaines scènes, je suis comme ça. T'essayes de... Quand, tu vois, quand on est par exemple dans de bonnes conditions, où on sait que ça va bien se passer, que les gens sont là, qui vont kiffer et tout, et ben j'ai envie d'être dans le même mood que le public. J'ai pas envie de, tu vois. C'est quand t'as pas forcément le stress. Bah, tu l'as toujours, mais quand t'as pas d'impréhension sur l'à côté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on va toujours, je pense, avoir de l'appréhension, un peu stressé ou quoi, mais quand t'es pas stressé par autre chose que ta performance, et que tu dis allez vas-y, je veux juste passer un bon moment, les gens ont l'air de kiffer, moi aussi j'ai envie de kiffer. Tu te sens plus libre. Et ça je l'ai appris, mais tu vois, cette année quoi, donc c'est assez récent, et j'adore ça. Tu fais des impros des fois sur scène? Ouais. Dans le passage, j'ai un petit, je m'octroie 10 minutes où je parle un peu avec les gens. C'est trop bien parce que pareil, ça t'amène dans des directions que tu peux pas prévoir. Quand il y a des gens qui te racontent comment ils te connaissent ou ce qu'ils font dans la vie, parfois t'as toujours, tu vois, c'est des trucs. Mais après, il faut gérer ça. Mais pareil, ça, au début, j'étais très figé quand je commençais. J'étais pas du tout. Dans ton texte, tu ouais. Parce que j'avais encore dans ce délire-là de se dire non, je veux travailler ou quoi. Mais en fait, maintenant, je sais allier les deux. Je sais que grâce à Instinct Pro, je vais pouvoir travailler mon truc ou vice versa. Et ça me plaît beaucoup. Mais tu vois, je veux pas faire ça. Je suis pas un humoriste d'impro. C'est un petit passage que tu te gardes. Voilà. Et c'est aussi une cartouche que tu peux garder en mode s'il y a un truc qui va pas, je sais improviser, donc je peux rebondir sur chose. Ben c'est ça, ouais. C'est ça, tu vois, je suis pas de ceux qui font tout le temps ça. Il y en a qui font tout le temps ça. Ben, je suis quand même, tu vois, à fond dans l'écriture et tout. Donc non, je vais garder ce truc-là. Mais ouais, après l'impro, ça te rapporte de la fraîcheur. Surtout dans le spectacle où tu as 1 heure, où tu sais où tu vas aller, tu sais ce que tu vas raconter. Et d'un coup, là, tu es dans la surprise. Moi, j'adore. C'est qu'il y a, tu vois, à un moment donné, je me dis, dans ces 10 minutes, je sais pas ce qui peut se passer. Je sais pas qui sont ces gens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de bider? Ah bah oui, franchement, quel humoriste n'a pas vidé. Mais après, les gens, je pense, ont encore une certaine image du bide qui est, tu vois, un peu le gars qui est pendant 10 minutes seul et il n'y a pas un rire et tout. Et en fait, ça, je crois que je ne l'ai jamais vu. Tu l'as jamais Je l'ai jamais vécu et j'ai jamais vu chez d'autres humoristes. Un bide, c'est quand il y a une blague qui marche pas, qui parle pas aux gens. Mais en fait, moi, sur ça, je l'ai toujours pris de manière très, très... Il n'y a jamais un moment, une scène qui t'a complètement dégoûté, qui t'a donné envie d'arrêter? Si, si. Mais c'est pas... C'est pas dû à un bide, forcément. Pas forcément. C'est bizarre parfois. Parfois même, on est tellement parfois gourmand un peu qu'on va faire une scène et ça rigole, ça marche bien. Moi, tu vois, par exemple, si je suis la vision d'un autre humoriste et il y a un ami humoriste qui joue, parfois ça rigole et il sort de scène, il fait « j'ai pas aimé ». Tu fais « mais attends, mais c'est super bien passé ». Parce que parfois, il y a ta vie perso où il s'est passé des trucs, où tu as une certaine attente, ou je sais pas. Mais après, le bide en soi, la vanne qui marche pas, en vrai, c'est super. Genre, ça veut dire qu'il faut retravailler, que c'est tout, ça parle pas. Parfois même, tu vois, moi, je sais un peu le sentir. Parfois, tu vois que le début, ok, ça marche. Ah non, la chute, ça prend pas, donc c'est ça qu'il faut changer. Parfois, tu vois que c'est ton idée qui marche pas. Tu vois, il y a quelques jours, j'ai fait à un moment donné une vanne. Putain, ça parlait pas et j'étais persuadé que c'était un truc. Ouais. Je peux même te le dire, je voulais parler, je sais plus si tu te rappelles, mais des Kinder, quand on était, il y a quelques années, des Kinder, sur le packaging, il y avait un enfant qui tenait un Kinder. Ça te parle ou pas? Ouais. Tu vois, j'ai parlé de ça sur scène, ça parlait. Ouais, voilà. Ouais. Et je voulais dire que c'était moi, le gars. Okay. C'est vrai que t'as un petit air. Oui, j'ai un petit air. C'est vrai. Mais tu vois, quand j'ai parlé de la boîte Kinder, bon, toi, ça te parle, et il n'y a aucune réaction. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est un peu débriefer. Dire... bon, ça marche pas, et dire... Ah, t'es transparent. Ouais, c'est cool, tu prends avec le sourire, vraiment je le prends bien, et je dis, mais alors, ça vous parle pas?
Et en fait, tu vois, il y avait des gens un peu plus âgés d'une autre génération, ils se disent bah non, ça nous parle pas. Mais c'est pas grave, tu vois. Après, ça marche pas forcément sur celle-là, mais je trouve que tu vas la faire demain dans une autre scène avec un autre public, ça va fonctionner, ça va. Donc, et puis fatalement, c'est pas grave, quoi. C'est que des blagues et c'est que. Tant mieux, ça va me stimuler. C'est-à-dire que. Il faut que si par exemple je veux absolument parler du Kinder, et ben il faut que je prenne un autre chemin. Je sais pas celui-là, c'est pas le bon. Pas de souci si je dois encore travailler. Donc la thématique peut être bonne, mais c'est la manière de l'amener qui est peut-être mauvaise ou qui n'est pas adaptée. C'est de tout quoi. Parfois c'est la chute, c'est la blague et tout. Parfois c'est même une question d'interprétation. C'est plein de choses. Mais le bide de 10 minutes, tu vois, horrible ou quoi, je pense pas, je pense que c'est quand même un peu. Voilà. Et l'envie d'abandonner ? J'ai pas eu l'envie, je pense, d'abandonner parce que j'ai peut-être, tu vois, eu des moments où j'appelais des amis en train de dire ah mais j'en ai marre, je comprends pas et tout, mais au fond de moi, jamais j'allais poser ma lettre de démission de l'humoriste, jamais, je suis trop passionné pour ça que jamais de la vie. Mais en revanche, parfois c'est plus découragé. Ouais. T'as cette sensation que t'as plus de force, tu vois, parce que il y a plein de contextes. Tu vas voir un truc dans ta vie qui s'est mal passé et dans ta tête tu te dis vas-y je vais jouer ce soir, ça va bien se passer pour faire rire les gens, et puis il se trouve que la scène elle est un peu bancale parce qu'il y a une lumière qui est bizarre et le micro il fonctionne pas, et ce qui fait que les gens sont perturbés et toi dans ton passage tu parles de ça et puis ça prend pas, et donc tu rentres et tu fais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je m'inflige ça. Mais je peux t'assurer que les petits moments que j'ai eu ça, le lendemain, j'étais déjà dans un autre délire. Et j'essaie vraiment d'être à chaque fois positivé et être optimiste parce que je suis trop passionné par ça. Et parce que j'ai aussi beaucoup de respect pour le métier et pour l'art en général, que j'ai le souci de bien faire, tu vois. Okay. Et c'est dommage, je trouve, d'abandonner, d'être découragé sur des petits trucs parfois qui n'en valent pas la peine. Et tu vas toujours chercher la chose qui va te dire non, je dois continuer, je dois aller plus loin. Mais oui, après c'est aussi une histoire de, je pense, un peu de confiance et c'est là où peut-être on est un peu fou, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va être dans notre truc. En fait, la détermination, c'est même plus fort que la confiance, c'est la détermination. C'est que moi, je sais que quoi qu'il arrive, je suis déterminé parce que j'ai envie de faire un bon sketch, j'ai envie de faire un bon passage, un bon spectacle. Et c'est pas parce que ça marche pas là, lundi, c'est pas parce que ça marche pas ce lundi que ça marchera pas demain. Je vais me donner à fond et rester toujours déterminé, positif, c'est hyper important. Est-ce que tu as un truc que tu changerais là aujourd'hui avec la maturité que tu peux avoir ? En fait, forcément oui, tu vois, comme je te parlais tout à l'heure de la première du spectacle, en fait, je peux me dire là, c'était trop tôt, et en même temps, là, je trouve plein de raisons sur lesquelles c'était une bonne idée, tu vois. Notamment le fait que j'ai eu plein de déclics, que j'avais besoin de jouer 1 heure. Donc en fait, j'ai du mal à me dire le parcours là pour l'instant a parfois été un peu bizarre, j'ai pris d'autres directions, mais en fait je trouve ça trop bien parce que voilà, ça m'a appris des choses et c'est ça que je cherche aussi dans le stand-up, c'est l'expérience. Et on va jouer un peu dans plein d'endroits différents parce qu'on cherche ça à être plus musclé, tu vois, en termes d'expérience. Et donc tu vois, je saurais pas te dire un truc, franchement je saurais pas dire. Même tu vois, pour revenir sur les vidéos sur YouTube, évidemment aujourd'hui quand je serais incapable de te les montrer en disant regarde ce que j'ai fait à 12 ans, non. Mais je me souviens que quand je l'ai faite, moi, Tom de 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand je fais cette vidéo sur le mois d'avril, je fais une vidéo là-dessus, sur l'école, je sais qu'à ce moment-là, quand je l'écris, quand je la tourne, je suis au top. Je me dis, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Et tant mieux si aujourd'hui. Et tant mieux si aujourd'hui je trouve ça moins bien. Mais c'est que tu progresses aussi. Oui, voilà. Et t'évolues. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de je sais pas. Le parcours que t'as, il te convient. Ouais, il me convient. Et voilà, j'ai pas du tout à me plaindre aujourd'hui. Quel conseil tu pourrais donner au Tom petit qui était timide aujourd'hui avec le parcours que t'as fait? Petit loulou. tu peux lui parler face cam si tu veux. Face cam, d'accord. Non, mais qu'est-ce que tu lui dirais Bien,
d'être déterminé comment dire, en fait, dans ce qui est sur moi-même, de ce qui est la détermination ou quoi, je sais que je l'ai toujours eu, parce que voilà, la passion, tout ça. Mais vraiment de me focaliser sur, encore une fois, que le positif, c'est-à-dire l'entourage, de pas hésiter à me dire que, surtout dans les amitiés ou quoi, que c'est tout, cette personne, je l'aime fort, mais là, elle croit pas en moi, ou elle croit pas comme je veux, elle m'entend pas, elle m'écoute pas. Je dis pas qu'il faut l'enlever et quoi, mais juste, et c'est tout. C'est pas quelqu'un de là que tu as besoin dans ton entourage et tout, donc c'est pas grave. C'est juste quelqu'un qu'il faut aborder de manière différente. C'est qu'au lieu de voir cette personne tous les jours, tu la vois moins. Et donc c'est ça aussi, tu vois, dans l'entourage, ce qui est très important pour nous quand même, et je dirais de faire attention, d'écouter mon cœur, etc., sur ce que je veux, et m'entourer que des gens qui vont soit en fait et qui vont être transparents, parce que transparent, ça peut être aussi dire c'était complètement nul, et tant mieux, et c'est important, et c'est important. Et tu vois, je te parlais de mon pote Mayol, lui il a toujours été, par exemple, et sauf que forcément au début tu écoutes la vie de tout le monde, et c'est pas forcément bien, donc peut-être faire attention un peu plus là-dessus, mais en même temps je me dis ça va, quand même j'ai eu, tu vois, j'ai la chance quand même d'avoir en majorité un entourage qui croyait beaucoup en moi et qui n'a pas hésité à l'inverse de me dire quand c'était pas bien. Mais non, et me lancer, parce que c'est... En fait, tu vois, j'ai eu cette période de timidité, mais ce qui est fort, c'est que la psychologue à ce moment-là, elle m'a pas enlevé ma timidité, ça n'existe pas, mais tu sais, elle m'a mis dans une vision de n'aie pas peur de te lancer, de faire les trucs. Donc j'ai toujours peur quand je monte, enfin quand je parle, c'est un grand mot, mais j'ai toujours dans l'impression quand je monte sur scène, quand je fais un nouveau projet, mais jamais quand je le décide, tu sais, jamais, quand la première fois je fais mon spectacle d'1 heure à Lille, sur le moment où quand j'arrive sur scène, j'ai un peu de stress, mais quand je décide d'écrire ou de prendre la date, je suis pas stressé, parce que c'est ce que je veux. Donc tu vois, c'est une différence qui est subtile, mais là-dessus, je l'ai su très vite, et c'est pour ça que je crois que c'était 1 mois après, à la fin des consultations, je me suis lancé sur YouTube. Ouais, tu t'es dit, ça y est, il faut donc se lancer. J'ai du mal, tu vois, à lui dire des choses en mode, il faut que tu fasses ça, parce que je pense qu'il l'a fait. Tu lui dirais d'y aller, quoi, l'encourager à... Ouais, et le regard des autres, tu vois, être sous pas de se déconnecter, surtout pas, parce que c'est quand même important, malgré tout ce qu'on dit, mais à prendre du recul, prendre de la hauteur, tu vois, là-dessus, d'écouter tout, mais pas de tout prendre, tu vois. Juste voilà, les choses bien, les choses pas bien. Et dans les choses pas bien, il y aura des choses constructives, il y aura des choses pas constructives. Donc à toi de sélectionner ce qui va t'apporter. Parce que parfois, on peut un peu se noyer là-dedans, quoi. Ouais. Quand il y a des gens qui font des retours, tu auras des avis constructifs, et ça, c'est super, ça te fait avancer. Mais parfois, tu as des choses qui sont juste... t'es nul, et tu vas prendre plus conscience de ça que l'autre chose. Tu peux avoir 99 bonnes choses et un qui va dire t'es nul, et ça va te bloquer, et tu vas rester là-dessus. Donc aussi faire la part des choses. En parlant d'enfant, ton enfant. Oula. Non, je vais pas t'annoncer une nouvelle, voilà ton enfant. Plus tard. Si tu veux des enfants, quand tu auras des enfants, s'ils te disent qu'ils veulent être humoristes, qu'est-ce que tu leur dirais ? Écoute, là, franchement, je pense que ce qui va m'obséder, c'est qu'ils aient avant de démarrer, une connaissance du métier. Okay. Après, de la manière dont ils le font, on s'en fiche, quoi, c'est chacun sa personnalité et ses goûts, mais je veux juste que, tu vois, s'informer, regarder beaucoup, là en l'occurrence des humoristes divers, de tous les types d'humour, de tous les pays, voir aussi beaucoup de documentaires, de reportages qui te montrent les dessous de ce milieu-là, et même du milieu artistique en général, qui n'est pas un milieu facile, parfois même un peu dur. Un peu dur, ouais. Donc juste, tu vois, se blinder de plein de choses comme ça, un peu d'expérience et de vision comme ça, je me dis ils vont arriver en ayant des envies particulières sur tiens, je veux raconter ça, je veux partir dans ce humour.
Et ça, je sais que. Et même d'ailleurs, si c'est un autre type d'art, si c'est la musique, par exemple. J'ai envie, par exemple, si c'est la musique, de leur faire écouter évidemment ce que j'aime, mais leur faire écouter, même leur dire ça, j'aime pas du tout. Mais écoute-le quand même. Voilà, et je te dis pourquoi j'aime pas. Peut-être tu vas aimer, peut-être tu seras d'accord avec moi. Mais ouais, juste blindé de plein de choses. Ok. Donc tu les encouragerais quoi qu'il arrive. Oui, attends, je suis qui pour. T'imagines le gars, il arrête ses études à 19 ans, il dit non. Fais un bac plus 5 d'architecture. C'est mieux. non. Donc, non, franchement, je suis partisan de ça. Et même si à l'inverse, par contre, c'est je veux faire des études, etc. Ben, je pense que ce serait un peu la même chose. C'est que, mais. Tant qu'ils ont envie de le faire, toi, tu vas les encourager. Ouais. Mais il y a un délire aussi de passion. Si tu veux faire des études de, je sais pas, médecine, regarde, observe sur plein de choses. Tu vois, il y a plein de choses dans la médecine, il faut que tu aies l'œil sur tout. Ton avenir à toi, comment tu l'imagines dans 5-10 ans? Je peux parler peut-être de mes envies. Ouais, tes envies, c'est ça. De toute façon, je pense que on a d'abord des rêves qui deviennent des objectifs, des envies, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, toi, comment tu te verrais dans les 5 à 10 années à venir? Qu'est-ce que tu auras envie? Écoute, déjà j'ai forcément ce spectacle qui me préoccupe et qui prend la majeure partie de mon temps, et j'ai envie de l'exploiter en fait, c'est-à-dire de le jouer, de le diffuser partout. Parce qu'il faut dire qu'un premier spectacle pour un humoriste, généralement, il dure plusieurs années. C'est celui qui dure plus longtemps, parce que c'est celui qui à la fois où tu commences, donc il faut le roder, et où tu commences à rencontrer le public. Il évolue, tu changes et tout. Donc forcément le jouer partout, dans toutes les villes, même d'ailleurs pas qu'en France, tu vois, et aussi dans les salles de mes rêves, petit à petit aussi, parce que on sait que c'est des choses qui peuvent aller vite, mais voilà, j'ai des objectifs avec ce spectacle. J'aimerais bien faire des salles que je rêve, donc vraiment là-dessus sur le spectacle. Et après, de toujours, tu vois, si c'est 5, 10, 15, 20 ans, de toujours m'écouter dans ce que je veux. Et j'ai beaucoup d'envie, mais je sais qu'à chaque fois, le point de ralliement dans tout ça sera toujours la scène et le stand-up. Okay. Je suis pas. Il y a des humoristes qui font parfois un premier spectacle pour après se lancer souvent dans le cinéma. J'adore le cinéma, je rêverais d'en faire, mais c'est pas du tout l'objectif. C'est pas une fin, tu vois, en soi. C'est vraiment, j'aimerais bien en faire même bientôt ou quoi, mais je sais qu'à chaque fois le point de ralliement dans toutes mes étapes, ça sera toujours un spectacle, parce que j'aime trop ça et je suis trop passionné de stand-up. Donc après aussi faire d'autres projets, le cinéma. Peut-être aussi, tu vas en parler de la chaîne YouTube, de relancer un peu tout ça avec des petites fictions, et toujours être en phase avec ce que je suis, ce que j'aime et ce qui se passe surtout dans le stand-up. J'ai pas envie de m'embourgeoiser ou de quitter les plateaux. Après, forcément, quand tu as de l'expérience, tu peux te permettre un petit luxe où tu vas jouer dans moins d'endroits bourbiers, tu vois. Donc ça, c'est quand même... On n'est plus forcément dans des caves. Voilà, mais en même temps, je suis quand même très attaché à ça, parce que c'est là-bas, c'est là où tu vois le vrai, c'est là où tu vois quand t'es van. Donc c'est la chose la plus pure, quoi. Je sais pas si ça se dit, c'est très français. C'est les puristes du stand-up. Voilà. Donc ça, tu vois, je sais que je veux pas le lâcher. Donc j'espère vraiment que je vais jamais le lâcher. Et puis, voilà, faire plein de projets. Et puis, mais je dois dire que, tu vois, ce qui me préoccupe vraiment en ce moment, c'est le spectacle, comment aller rencontrer, chercher le public. Et là, je suis une période où, et c'est trop bien, c'est parce que je commence à me créer ça, à rencontrer les gens, à essayer que ça soit sur scène ou même à travers les réseaux, parce que maintenant, c'est une communication qui est à temps plein en fait. Quand t'es artiste, t'es obligé de mettre du contenu, et ça j'adore, parce qu'avec YouTube j'ai déjà une petite expérience de ça, donc je dois dire que là c'est ce qui me préoccupe beaucoup, et c'est sympa aussi de chercher des moyens sur comment rencontrer les gens, comment les fidéliser, etc. Mais ouais, peut-être, et je veux pas perdre ces sensations-là. C'est ça aussi, tu vois, je suis très attaché à ça. Est-ce que parce qu'il y a des humoristes qui veulent faire des grandes salles, des zéniths, on a des humoristes là qui font des stades. Est-ce que toi, dans un rêve absolu, serait de pouvoir faire des choses comme ça, ou rester vraiment dans des salles d'ambiance intimiste? Je sais que des humoristes, ils ont deux... Les deux.
Pour être tout à fait honnête, les deux. Là, en fait, je pense que c'est aussi normal et aussi peut-être par rapport à ma jeunesse dans tous les niveaux, que ce soit dans l'âge ou dans le stand-up, c'est que je rêve trop de faire des grandes salles. Tu vois, commencer par à Lille, le théâtre Sébastopol, l'Olympia, des Zéniths. Tu parles de stade Redouane Bougueraba qui là en fait. Donc il fait la Corotel Arena et surtout le Vélodrome, incroyable, tu vois, c'est ouf. Et c'est cool parce qu'il y en a de plus en plus qui font des grandes salles, tu vois, des Bercy et tout. Et ça m'attire énormément, mais pas tant par le côté je joue devant 20 000 personnes et ça fait plaisir à mon ego. Non, c'est juste me dire que le spectacle va être un peu fait sur mesure pour ça. Tu vas créer quelque chose. Et moi, comme je suis un amoureux de la scène et tout, j'ai envie, si un jour, je sais pas, je fais une grande salle comme ça, j'ai envie de faire un show à la hauteur de ça, toujours dans le stand-up ou quoi. Et c'est pour ça que je te dis les deux, parce que dans les vannes, il faut aller dans les petites salles, dans les caves, donc je suis trop attaché à ça. Mais si ce truc-là peut me permettre d'être fort et d'être blindé d'expérience sur des grandes salles, ça c'est mon rêve. Et je rêve même de... franchement, imagine le vendredi, tu me dis que tu fais un zénith, et que le jeudi, je sois dans un comedy club en train de rôder les trucs. Je te jure que je rêve de ça. Et c'est pas un truc de fausse modestie, mais vraiment, c'est parce que les deux sont compatibles. Et puis aussi, je pense, le côté de réunir plein de gens, quoi. Tu te dis, voilà, quand tu shootes en 5 000, 10 000, 15 000 personnes. C'est ouf que... Déjà, moi, la sensation que j'ai quand aujourd'hui, au Spotlight, j'arrive à faire 130 personnes et que je vois qu'il y a plein de gens différents, ça me procure, tu peux pas savoir, un bonheur de ouf. Là, je me dis, mais quand t'as toute la France, limite, qui se déplace pour voir ton show à la Corotel Arena, à Bercy, Et est-ce que là, quand tu dis, par exemple, au Spotlight devant 130 personnes, je pense que c'est des personnes différentes. Est-ce que tu repenses à toi quand tu étais petit, quand tu regardais Gad Elmaleh, qui disait « Il me faisait rire moi et mes parents aussi ». Est-ce que tu fais ce... Ah mais totalement, et même je sais que c'est une partie, une grande partie pour laquelle j'adore ce métier, c'est le côté réunion des gens. C'est de me dire que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir dans mes salles des gens de plein de générations, des gens de mon âge, des gens plus jeunes, des gens beaucoup plus vieux, des gens qui ont la quarantaine, des gens de toutes les confessions, des gens de tous les sexes, tout le monde. Et ça, mais tu peux pas savoir à quel point ça me... en fait, c'est le côté d'être compris sur des choses et tu fais waouh, ça parle à tout le monde, qu'on n'est pas si différent, que ça soit sur une vanne ou même parfois sur une observation. Tu sais, parfois je parle des choses dans mon vécu ou alors une idée que j'ai, une analyse que j'ai faite, tu vois, dans la journée, et il y a tout le monde qui dit oui. Et tu te dis, mais attends, mais moi là, j'ai la vingtaine, toi t'as 60 ans, toi t'habites pas ici. Au final, vous faites la même chose. Ouais, c'est ouf. Donc, et ça, je dois dire que vraiment, c'est ce qui me procure, tu vois, le plus de joie, quoi. C'est le côté d'être un peu validé, mais par plein de gens différents. Et vraiment, j'espère ne jamais perdre cette chose-là et pas de faire, tu vois, de l'humour que ce qu'on dit un peu niche, quoi. C'est très bien parce que quand tu touches une communauté ou un style de personne, c'est cool parce que tu les touches vraiment et ils sont fidèles. Mais moi, je veux vraiment m'élargir au maximum. Tom Boudet vous dit quoi? Où est-ce qu'on peut le retrouver prochainement? Qu'est-ce qui est prévu pour toi en termes de promo? Du coup, je suis donc au Spotlight de Lille, rue Gambetta, qui est le lieu un peu emblématique du stand-up à Lille. Le Spotlight, j'y suis tous les mois jusqu'au mois de juin. À chaque fois, c'est les derniers mercredis du mois à 19h. On fait plein de dates, parfois même on en rajoute, on en fait parfois même plusieurs fois dans le mois et ça je le mets tout sur mon Insta. Et encore une fois, jusqu'en juin, je joue un peu partout, donc en France, à Lyon, à Bordeaux, à Nice, on va à Troyes, on va à Montpellier bientôt, donc c'est trop bien. Et puis pareil, il y a d'autres dates qui vont s'ajouter, Paris notamment évidemment, où là je joue beaucoup sur Paris mais dans le Comedy Club pour me roder, pour aussi me faire connaître auprès des gens et des humoristes, mais bientôt le spectacle, je le jouerai là-bas. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans l'humour, dans le stand-up? Je dirais, comme ce que je conseillerais à mes futurs enfants, de regarder beaucoup, de s'informer beaucoup,
de voir tous les styles, des styles d'humour, sur le métier, de s'inspirer même des autres formes d'art, parce que parfois ça peut inspirer sur des choses, sur la manière de jouer, sur les thèmes, si tu veux faire ton affiche de spectacle, parfois il y a un artiste dans la peinture qui peut t'inspirer. Donc regarder plein de choses diverses et variées. Échanger aussi, je pense, c'est important avec une fois qu'on commence à jouer avec les gens du métier, parce que pareil, on est tous différents et c'est trop cool de voir que surtout, enfin là, moi en ce moment, voilà, j'ai la vingtaine, il y a des gens qui ont 40, qui sont plus âgés, il y en a qui ont mon âge. Donc vraiment discuter avec tout le monde, se blinder d'expérience et de bien s'entourer, de pas trop de monde, de sélectionner les gens, de pas trop s'éparpiller. Okay. Si par exemple tu veux écrire avec des gens, mais écris pas avec 10 personnes, demande pas l'avis de 10 personnes, demande l'avis à 2, 3 personnes. Et c'est comme ça un peu dans tous les petits domaines, que ce soit dans l'écriture, dans la mise en scène, essayer un peu de restreindre tout ça. Et voilà, et pas oublier que c'est un métier, que c'est un art et qu'il faut avoir du respect pour ça. Et aussi un peu du respect et pas enlever cette admiration qu'on a pour ceux qui nous ont inspirés. Moi j'ai toujours cette grande reconnaissance, par exemple quand je rencontre des gens qui m'ont inspiré ou dont j'apprécie le travail, et jamais perdre ça et pas jouer le gars non attends, c'est bon, c'est jamais acquis, et ouais, en fait regarder aussi ce qui se passe partout. Donc c'est un peu, voilà, pour résumer sur 2 points, c'est se blinder d'expérience et bien s'entourer. Et tout le monde peut se lancer? Tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut se lancer, bien sûr, à condition de remplir ces 2 étapes. Parfait. Bon, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Tom. Bah merci beaucoup, Nassib. C'est passé très vite. Ouais. C'était très intéressant. C'est vrai? Très intéressant. Bon, ça va. Mais j'aimerais bien, un jour, on fera l'inverse. J'ai envie de connaître aussi ton parcours. Avec grand plaisir. Je prendrai cette place. Tu prendras cette place et j'aurai ici. J'aurai le mindset derrière moi. Et voilà. Bah, merci beaucoup, Tom. Merci Nassib. C'était Speaker avec Tom Boudet. Vous dit quoi en spectacle? Salut.